Bon, eh bien, bonjour à tous, bonsoir. Ce séminaire est l'avant-dernier de cette année universitaire, donc je fais la mise au point commençante comme toujours. Le dernier aura lieu le lundi 12 juin, donc le prochain et le dernier, le lundi 12 juin à la même heure et au même lieu. Alors la question de savoir si je continuerai la formule actuelle de mon exercice, c'est-à-dire un séminaire par mois au théâtre de la Commune, ou si cette formule sera changée quant à son temps et quant à son lieu. Cette question est encore ouverte, donc je ne peux pas vous donner de réponse pour le moment. Il ne faut pas oublier que, une fois de plus, je tiens à rendre hommage au théâtre de la Commune, à son personnel, à sa dirigeante Marie-Josée Malice, parce que c'est grâce à eux, d'une certaine façon, que ce séminaire existe dans une donnée, dans une fonction, dans une organisation à la périphérie du monde universitaire. Il n'est donc pas absolument impossible, pour toutes sortes de raisons, que ce séminaire finalement disparaisse, que vous soyez donc le public de mon ultime exercice de type académique à près de 87 ans. On en saura peut-être plus le 12 juin. On verra si on peut amorcer à ce moment-là ou non l'organisation de l'année prochaine. Alors, mon point de départ aujourd'hui est assez particulier parce que je vais partir d'une critique qui m'a été souvent faite dans les dernières années, dans l'espace de ma vie militante et aussi philosophique. Une critique qui m'a été faite quand j'ai soutenu que le communisme était une idée, et peut-être même une idée avec un I majuscule. Vous verrez que je conclurai même en disant que peut-être il est, dans l'espace politique, aujourd'hui, l'idée, avec un I majuscule et un L qui la désigne comme unique. Alors, au fond, cette idée, elle veut dire que un communiste, ce personnage qui a surgi dans la littérature, dans la pensée, avec le manifeste communiste de Marx, un communiste doit être quelqu'un qui travaille sous la norme, sous la figure enseignante que détient ou synthétise cette idée, le communisme comme idée. Et alors, de nombreux marxistes ont considéré que cette formule était à l'évidence idéaliste. Définir le communisme selon le régime d'une idée était de façon quasi explicite idéaliste, et que cela contredisait absolument la définition à la fois d'ailleurs académique et militante du marxisme comme étant, vous le savez tous, un matérialisme dialectique. Donc dire que le communisme est un matérialisme dialectique semble exclure, en un certain sens, la considération qu'on puisse le synthétiser dans la figure de l'idée. Alors, il faut aussi voir l'histoire de cette question pour y voir clair. Parce que cette critique en a véhiculé mécaniquement une autre. Alors, quiconque a fait un tout petit peu d'histoire de la philosophie
c'est que le grand penseur qui introduit et déploie le premier une théorie des idées, une pensée organisée autour de la notion d'idée, est évidemment Platon. Or, il faut savoir qu'une tradition du marxisme officiel, si je puis dire, est de rejeter Platon, précisément. De rejeter Platon justement parce qu'il est, aux yeux de ses critiques, le paradigme originaire de l'idéalisme. Évidemment, il est assez cohérent de désigner celui qui a été le théoricien de l'idée et des idées comme étant, en un certain sens, le créateur du courant idéaliste. Alors, il y a un communisme courant, un communisme que je dirais moi-même à la fois partidaire, académique, installé, qui stigmatise le platonisme comme ouvrant en fait la philosophie au courant idéaliste. Courant idéaliste lequel est, pour ce type de militant, invariablement réactionnaire. Alors, si on considère les origines gréco-latines de la philosophie, on peut dire que, finalement, le communisme dominant, le communisme installé, a toujours déclaré, critiqué, rejeté, s'éloigner de l'idéalisme réactionnaire de Platon et qu'on y préférait soit le matérialisme poétique de Lucrèce, mais ça on peut le comprendre, c'était en un certain sens un matérialisme affiché, mais même, dans certains cas, ce qu'il y a de réaliste dans les propositions d'Aristote. Autrement dit, l'espace de la philosophie antique, comparaissant devant le tribunal du communisme moderne, voyait une distribution des prix qui tenait à l'écart véritablement Platon comme une figure typique de l'idéalisme, trouvait des matérialistes convaincants et même, à propos d'Aristote, une sorte de centrisme dans lequel on pouvait encore trouver des bonnes choses. Alors, moi je dis ceci. Ce que les interprétations négatives de Platon n'ont en général pas saisi, pas exploré jusqu'au bout, concerne justement l'idée. L'idée, ce mot qui, chez Platon, est la clé de toute l'activité intellectuelle, avait en réalité, et c'est ça qui n'a pas été toujours, ni même aujourd'hui, vu de près, avait de façon, en quelque sorte, nécessaire, un sens ambigu. Et que même, je dirais, le mot idée continue aujourd'hui à être, d'une certaine façon, extraordinairement difficile à comprendre complètement. Et je soutiens que ceux qui, au nom du mot idée, de l'importance du mot idée chez Platon, déclarent que Platon est idéaliste, s'égarent en fait dans le labyrinthe de l'idée, s'égarent dans la redoutable complexité de la signification du mot idée dans son créateur, finalement. Et on peut dire qu'il y a une double critique ou une double erreur. C'est-à-dire une erreur de gauche, ou une erreur gauchiste et une erreur droitière, comme toujours. Alors, l'erreur gauchiste, c'est de considérer l'idée directement comme le plus important concept qui soit précisément idéaliste, comme l'exemple même du concept idéaliste. Concept dont le matérialisme, à la fois théorique et militant, doit absolument se passer. Et puis,
De l'autre côté, des penseurs de droite tentent de s'approprier, eux, positivement, Platon, de façon réellement idéaliste, en effet, et donc réellement droitière. On fait dans ce cas de l'idée une sorte de discipline moralisante qui nous protège de tous les excès créateurs et de toutes les dérivations négatives de la pensée. Autrement dit, l'idéalisme platonicien est à la fois détruit ou critiqué sur sa gauche extrême et validé, voire pratiqué du côté qui, effectivement, sociologiquement même, est sa droite. Alors on dirait ceci, dans l'histoire de la philosophie, l'idée platonicienne est restée suspendue, dirais-je, entre une attaque gauchiste et une défense droitière. Ça a été son statut dialectique, en vérité, et complexe dans le monde moderne. Et c'est même ça qui en a fait un ennemi souvent consensuel des grandes pensées du XXe siècle. Les grandes pensées du XXe siècle, et même celles dont nous sommes contemporains, sont en règle générale antiplatoniciennes. Aussi bien la philosophie analytique des universités américaines que, à mon sens, la dialectique figée des partis communistes officiels se déclarent les uns comme les autres anti-platoniciens. Bien que le diagnostic anti-platonicien doit nous être immédiatement suspect, parce qu'il sert de support à des déclarations ou à des débats qui, d'une certaine façon, compromettent aussi bien la gauche intellectuelle que la droite académique. Donc il faut revenir sur de quoi il s'agit. Il faut revenir sur qu'est-ce que c'est finalement que cette idée de Platon et comment se fait-il que je crois légitime de considérer que le communisme est fondamentalement une idée, et je dirais une grande idée. Alors, je pense, et là il faut faire une analyse un peu attentive ou délicate, je pense que l'idée, au sens de Platon, c'est qu'il existe dans l'humanité une capacité pensante qui est créatrice de formes, c'est-à-dire qui n'est pas simplement réception d'un objet, mais créatrice de formes. Autrement dit, la capacité pensante n'est nullement informe. Elle ne consiste pas à se confier purement et simplement à la spontanéité matérialiste de l'intuition sensible, mais elle n'est pas non plus la domestication, cette fois idéaliste, de cette donnée par un surplomb qui serait en définitive un surplomb toujours moralisant. Alors je proposerais de dire que l'idée, au sens de Platon, c'est la possibilité d'un ordre. C'est une forme possible qui peut être neuve et imprévue ou longuement élaborée pour ce qui, au départ, de façon immédiate, s'est présenté comme une nouveauté. Une nouveauté éventuellement choquante, innommable, et située au-delà du bien et du mal, tels qu'ils sont conçus à un moment de la vie intellectuelle collective. Autrement dit, l'idée, c'est la figure nominale active de ce qui rend possible une position au regard de ce qui se présenterait autrement comme immédiatement nécessaire. Alors on pourrait ici
peut-être prendre quelques exemples dans la création artistique. Après tout, dès qu'il est question de forme, et je suis en train de soutenir que par idée, on entend la puissance d'une forme, la création artistique est un guide un peu obligé. Alors, si par exemple, vous êtes, comme à la fin du XIXe siècle en Occident, dans un tournant de l'histoire de la musique, prenons cet exemple, vous pouvez soit proposer directement un nouveau schème formel à l'intérieur duquel les possibilités novatrices vont se déployer. Par exemple, un système non tonal, dodécaphoniste, comme fait Schoenberg. Et on soutiendra que le concept de système non tonal tel que Schoenberg le déploie est précisément une idée musicale. Et vous voyez que l'idée musicale ne va pas se réduire immédiatement à l'empiricité des œuvres. Elle est un réceptacle de possibilités pour la nouveauté de ces œuvres, et à ce titre, elle est en effet au régime de l'idée. Mais vous pouvez aussi être dans une espèce de vacillation, d'ébranlement interne à l'ordre social ancien, c'est-à-dire à l'ordre tonal, vacillation qui est telle, vacillation qui est si frappante, que celui-ci fonctionne lui-même, l'ancien mode, comme la possibilité d'une nouvelle forme. Il atteste la possibilité d'une nouvelle forme. Et en effet, si on suit de près l'histoire de la musique au XIXe, on voit se constituer l'idée, y compris dans certains aspects du modèle tonal ancien, avant que soient prononcées les transformations proprement révolutionnaires, disons, du décaphonisme de Schoenberg et de ses disciples. Alors au fond, je dirais l'idée, au sens de Platon, c'est les deux positions à la fois. C'est-à-dire, je dirais, l'idée, c'est la proposition d'une nouvelle forme ou une vacillation créatrice de l'ancienne forme. Et c'est pourquoi l'idée est toujours distribuée sur un versant radicalement inventif et créateur et sur un versant qui est de conservation créatrice, c'est-à-dire de apparition de nouvelles possibilités montrant que l'ancien ordre n'a pas été entièrement épuisé. Alors, vous me direz, mais pourquoi est-ce important pour nous aujourd'hui de clarifier ce point, de se lancer dans cette analytique compliquée finalement de l'idée? Eh bien, je dirais volontiers, je me tournerai cette fois vers les questions historico-politiques, qu'une des manières de définir le monde absolument contemporain, notre monde, mettons notre monde depuis le plus récent demi-siècle, c'est-à-dire depuis les années 80 du dernier siècle. Les années 80 du dernier siècle doivent être considérées comme des années maudites, c'est mon point de vue. Je pense qu'on pourrait démontrer que tout le chaos dans lequel nous plonge aujourd'hui trouve ses origines dans les sinistres années 80. Du coup, je pense en tout cas qu'une des manières de définir le monde contemporain dans lequel nous sommes, depuis les années 80, c'est de dire que c'est un monde qui est pratiquement sans idées, un monde dépourvu d'idées, un monde où l'idée est absentée. Et sans idée notamment politique, au sens que prend idée chez Platon, au sens donc que je le donne au mot idée. On pourrait dire ceci,
de la Révolution française à nos jours, la politique se déployait sur l'horizon de l'existence d'une idée, au sens précisément là de l'ouverture d'une possibilité, d'un principe de commencement. La possibilité d'une forme radicalement nouvelle de politique. Alors, on pouvait naturellement être absolument hostile à cette nouveauté, c'était le conservatisme ou la réaction, mais tout ce qui était du côté du principe de mouvement, du principe de déplacement, se situait dans l'horizon d'une idée, et cette idée était comprise par tous comme la possibilité d'une forme de la société et de la politique elle-même, la possibilité d'une forme qui pouvait être éventuellement créée dans la violence, dans le caractère scandaleux ou novateur de la pensée comme telle, ou en tant que capacité de création et de rupture, mais qui, en tout cas, était l'idée d'une transformation immanente des possibilités sous-entendues par le mot politique. Et évidemment, l'idée, de ce point de vue-là, n'est pas une configuration stabilisée. Elle n'est pas nécessairement programmatique, mais c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Je dirais que l'idée, au sens où j'en parle ici, et au sens qui portait en réalité la philosophie platonicienne, l'idée, c'est ce qui supporte la conviction d'une forme sans précédent. La conviction d'une forme sans précédent. C'est bien pour ça d'ailleurs que Platon a cru pouvoir, bien avant tout autre, proposer une forme sans précédent de l'ordre politique. Alors, la question de savoir si cette forme, du point de vue des modernes, est réellement acceptable, etc., c'est une autre discussion. Mais du point de vue de l'idée politique comme telle que l'inaugure philosophiquement Platon, c'est cela. C'est ce qui est capable de porter pour tous la conviction qu'existe une forme sans précédent. Alors quand je dis, qu'est-ce que je veux dire quand je dis que le monde est aujourd'hui sans idée? C'est au sens de la perte de toute cette ampleur que détenait la figure de l'idée. Ampleur aujourd'hui ramenée à rien, dans le culte finalement indéfiniment détaillé de ce qui existe déjà. Mais comme on le verra, le culte infiniment détaillé de ce qui existe déjà finit par alimenter l'exigence déçue d'une nouvelle forme. Et cette exigence déçue d'une nouvelle forme finira, c'est mon espoir, par se manifester comme telle, par devenir inventive, comme l'ont été après tout les théoriciens de la politique à la fin du XVIIIe siècle, des choses de ce genre. Mais ça, c'est un avenir à constituer. Alors, pour le moment, on voit une série de symptômes, conservateurs et destructeurs en même temps, dont un sur lequel j'attire votre attention, c'est l'installation dans une sorte de banalité équivoque du langage, des nominations. Pratiquement, aujourd'hui, tous les mots qui prétendent toucher à la politique sont dans une banalité équivoque dont il semble que le but est de ne leur accorder en réalité aucune intensité. C'est-à-dire ce sont des catégories descriptives et conservatrices. Descriptives et flattées dans leur être descriptif de façon conservatrice. Alors là, on pourrait faire le tableau, vous pourrez le faire vous-même, que vous preniez démocratie, ou que vous preniez élection libre, ou que vous preniez représentation, que vous preniez existence de parti, que vous preniez
la liste des noms des personnalités présidentielles ou ministérielles, enfin que vous preniez tout ce qui fait le quotidien de la discursivité politique, on pourrait dire ce qui fait le quotidien de son perpétuel journalisme, ben on voit bien que c'est un tas de vocables qui sont définitivement équivoques. Et je soutiens même qu'une partie de ces vocables, on peut démontrer qu'ils sont insensés au sens strict, c'est-à-dire qu'ils ne véhiculent plus aucun sens. Et ils sont malgré tout utilisés comme s'ils recouvraient le mot politique dans tout ce qui tient lieu d'information. Il faut dire que c'est fait par des gens extrêmement peu recommandables, mais ça c'est un autre procès qui suppose qu'on soit déjà dans l'esquisse d'une nouvelle forme. Et alors, en vérité, ce qu'il y a aussi de particulier dans cette situation, c'est que tout ça fonctionne de façon simultanée et convergente. C'est-à-dire, il n'y a pas de discussion véritable de la divergence ou de l'ambiguïté native ou du très peu de sens que charrient ces vocables. Ils sont en réalité la caution langagière d'une stabilité informe. Je l'appellerai comme ça. Alors, cette banalité équivoque, ça rend le langage lui-même très périlleux, parce qu'il est engagé et même créateur de cet équivoque. Et je dirais ceci, aujourd'hui, les vocables politiques, entre guillemets, sont exactement le contraire d'une idée, sont ce qui est opposé véritablement à la possibilité de l'idée. Ce sont des nominations banalisées, en vérité vraiment plus usées que de vieilles chaussures. Ce sont des nominations entièrement vaines, mais aussi bien faciles. Et faciles pourquoi? Parce qu'en définitive, leur sens est perdu. Et au fond, la politique contemporaine est le règne des significations perdues dans la stabilité incessante de vocables usés. Alors, on pourrait dire, bon, ben, ça c'est le réel, rien là-dedans de vraiment scandaleux, puisque c'est installé en politique aujourd'hui comme étant, à certains égards, l'opinion dominante, ou en tout cas le réel. Et puis, ce n'est pas non plus immoral, parce que tout ce vocabulaire est soumis à un culte vide. Il se prétend moral, il se prétend chargé de piété, de pitié, de compassion, de respect, de toute chose. Et donc, il est porté par une rhétorique valorisant le non-sens, à mon avis, c'est-à-dire excluant le sens, valorisant dans le non-sens, dont la rhétorique fait quoi? Eh bien, dont la rhétorique organise l'économie de toute idée reliée au réel. Et c'est pourquoi je pense que la désorientation contemporaine, je l'ai appelée comme ça dans un court essai que j'ai écrit, la désorientation contemporaine, c'est aussi l'économie de toute idée quant à la destination de ce réel. Et c'est le principe de ce que ce réel est à lui-même sa propre norme. Alors, je le redis, ce sont là les symptômes du fait que le monde de la politique est aujourd'hui réellement sans idée, c'est l'état contemporain des choses, et ce qui nous est demandé, au fond, dans le monde tel qu'il est, ce qui nous est demandé, c'est d'obéir à l'impératif de conformité à cet état de choses, qui est l'impératif, le bon vieil impératif, vie sans idée. Au fond, le citoyen, aujourd'hui, n'est plus défini par la position combative qu'il exerce au regard du despotisme, mais le bon citoyen démocratique est soumis et doit se contenter, doit même se réjouir de l'impératif vie sans idée.
c'est ce qu'on peut appeler le vocabulaire de l'intégration dans nos sociétés contemporaines. L'impératif de l'intégration, c'est être intégré à l'ordre du monde sans idée. C'est faire que dans sa pensée, comme dans ses actes, on obéit à cet impératif. Et alors, au fond, on pourrait dire aussi, il y a, ce faisant, un terrorisme étatique. Le terrorisme étatique qui veille à ce que l'impératif vie sans idée soit majoritaire, à tout le moins. Et au fond, cela favorise une sorte de terrorisme étatique pour couper, abraser, faire disparaître tout ce qui ressemble de près ou de loin à une idée au sens où j'ai dit ce que devait être une idée. Et c'est la raison pour laquelle toute politique dans la désorientation contemporaine doit être une politique sécuritaire. Elle doit organiser la sécurité politique, c'est-à-dire la sécurité de l'absence d'idées. L'ennemi de la sécurité, c'est l'idée. En politique, il faut bien comprendre cela. Le véritable ennemi de la sécurité, c'est l'idée au sens où on va le déployer. Parce que c'est elle, l'idée, qui, en dernier ressort, de façon active, affirmative, créatrice, est au regard de l'informe monde dominant. Et pour cet infâme monde dominant, c'est elle qui est innommable, dangereuse, scandaleuse, immorale, tout ce que vous voulez. Et donc, la paix du monde tel qu'il est doit exercer une dictature de l'impératif vie sans idée, sans autre idée que l'idée de l'absence d'idée. Alors, c'est déjà la raison pour laquelle Platon mettait en avant l'idée. Ça résultait aussi d'une méditation, on le voit tout du long de sa prose, de l'état politique des choses dans la Grèce allant vers sa décadence. Et Platon est important pour nous aujourd'hui en tant que théoricien de l'idée, précisément en tant que pharmacie philosophique contre la maladie vie sans idée. Il a été l'homme de l'idée. Et il faut travailler à la résurrection de l'idée. Et la résurrection de l'idée, c'est sur le fond inévitable d'une certaine violence de la pensée. Violence de la pensée qui peut-être peut aussi se manifester par une certaine violence de l'action. Mais déjà, par elle-même, une certaine violence de la pensée. C'est pour ça que toute expérience de rupture, toute proposition d'apparence scandaleuse, tout vocabulaire, communisme, égalité, prolétaire, internationalisme, classe ouvrière, colonialisme, bourgeoisie, capital, pour j'en passe, doit être impérativement tenu aux yeux de l'État pour vieillot, absurde et dangereux. Et en vérité, c'est là cependant que nous trouvons le lexique qui s'oppose à la thèse vie sans idée. Au fond, il est intéressant aujourd'hui que ce qui, dans l'ordre étatique de la désorientation, est tenu pour innommable, scandaleux, obsolète, vieillot et immoral. Parce qu'il est probable que dans tout ça se cache, et c'est ce qui est visé pour être détruit, dans tout cela se cache peut-être la puissance d'une idée. Alors encore une fois, je ne dis pas ici que tout ça soit forcément bien, que cette option du côté de l'idée trouve aisément son bien. Parce que d'où est-ce que je pourrais tirer mon bien ?
je ne vais pas quand même me réinstaller immédiatement dans un formatage du bien et du mal pour mettre en surplomb l'impératif et vie avec idée contre l'impératif vie sans idée. Il faut aller voir. Il faut aller voir dans la situation et surtout aujourd'hui, il faut le plus souvent ne croire personne. Il faut aller voir soi-même dans cet ordre de choses, d'expérience et de langage, parce que c'est sur ce fond-là que nous pouvons espérer, en vérité, attendre ou construire la résurrection de l'idée. Autrement dit, je pense qu'aujourd'hui, le militant est une figure philosophique. Le militant est une figure philosophique parce que c'est dans son existence propre qu'il nous délivre du chaos contemporain organisé par l'impératif vie sans idée. Alors j'entends un militant ici, le militant de quoi? Eh bien le militant de l'idée. On reviendra là-dessus. Il faut aller voir soi-même et il faut tenter de devenir personnellement un militant de l'idée. C'est sur ce fond collectif que nous pouvons attendre ou construire la résurrection de l'idée. Évidemment, là-dedans, je souligne que la part philosophique, conceptuelle de la chose est tout à fait importante, mais elle est sans médiation réelle effective. Elle est quand même encore dans l'ordre du discours, elle se réfugie dans l'ordre du discours. Il faudra donc inventer, dans le monde qui est le nôtre, des expériences particulières qui soient, en un certain sens, dans la connexion à l'idée, dans un profil de découverte à chaque fois original, à chaque fois recommencé. Alors il y a comme ça, il faut s'en rapporter aussi aux expériences négatives, il y a comme ça des moments historiques où l'idée est malade et où sa résurrection, qui doit être notre but, se fait par le biais d'expériences lacunaires, démembrées, rares, opaques souvent. Vous savez, même dans la séquence qui, dans l'histoire de notre pays, a procédé à la constitution de l'idée politique, ça a été en fait un chemin ouvert dès le XVIIIe siècle. Tout cela a constitué un horizon général pour les politiques, mais aussi pour des inventions artistiques, de nouvelles expériences amoureuses et sensibles. Et cependant, même à cette époque, il y avait des temps morts, des temps sans idée. Un autre temps qui pourrait nous intéresser parce que nous lui ressemblons par certains côtés, c'est le temps qui a succédé en France, à la fin du XIXe siècle, à l'écrasement de la Commune de Paris. C'est tout à fait intéressant de se référer à la Commune de Paris, bien entendu, qui reste un paradigme considérable pour la totalité du mouvement révolutionnaire mondial, mais aussi de considérer la nature exacte du temps qui a suivi la Commune de Paris et que donc quelle était l'essence en France de l'écrasement de la Commune de Paris. Quel type de société constituait l'écrasement de la Commune de Paris? Période qui s'est déployée en réalité jusqu'à la guerre de 14-18, à mon avis, inclusivement. La guerre de 14-18 est elle-même saisie dans un monde qui est le monde où la dernière grande tentative révolutionnaire a été écrasée de façon particulièrement sanglante. Elle sera aussi, la guerre de 14-18, la source d'une deuxième étape s'ouvrant par la révolution bolchevique. Mais la période qui va de la Commune de Paris à la guerre de 14 est une période que nous devons scruter parce que par beaucoup de traits, elle ressemble à la nôtre. C'est un paradoxe historique que je vous propose d'étudier. Les similitudes, un beau texte de dissertation, trouver les grandes similitudes entre
la France entre la Commune de Paris écrasée et la guerre de 14, et la France entre, disons, la libération de 1945 et aujourd'hui, hein, c'est-à-dire les prémices de la nouvelle guerre, auxquelles nous sommes aujourd'hui contemporains. Et si vous regardez bien la période dont je parle, la période de la France après l'écrasement de la Commune de Paris, l'idée s'absente de la politique. Il y a l'idée créatrice. Vous avez des travaux considérables du côté de la refonte artistique, de l'idée artistique. Il y a eu Mallarmé, il y a eu le symbolisme, il y a eu la nouvelle peinture, il y a ce qui a mené à la nouvelle création musicale. Et puis, dans cela, il y a eu une renaissance progressive de l'idée politique, mais très lente, très patiente, qui a surplombé ensuite la situation à partir de la révolution bolchevique. Alors, tout ceci pour vous dire que nous ne sommes pas aujourd'hui dans une période sans précédent. Les périodes de désorientation sont des périodes historiques qu'on peut situer, étudier et comparer à la nôtre. Et nous pouvons donner à notre période, comme à toutes ces périodes, l'intitulé suivant: travailler à la résurrection créatrice d'une idée. Autrement dit, nous ne pouvons pas défendre la fonction canonique de l'idée en politique en tentant seulement de maintenir les idées existantes dans la phase antérieure. Nous devons les réexaminer, nous devons les refaire, nous devons les réinventer, et c'est ce que j'appelle une résurrection, oui, mais une résurrection créatrice d'une idée. Et ça va nous engager philosophiquement aussi à nous demander plus précisément ce que c'est finalement que l'idée. Et pour poser cette question, il faut aussi savoir, puisque nous sommes dans le désir de sa résurrection, si nous avons une idée de l'idée. Tel est le péril et la voie la plus difficile. Est-ce que la réinvention de l'idée politique dans une forme créatrice et novatrice suppose que le chemin soit tracé à partir d'une idée de l'idée? Alors sur ce point, on peut remonter à Platon, notre maître en la matière. Platon lui-même semble, ça n'est pas complètement clair, mais c'est comme ça que je l'interprète, il semble dire qu'en toute rigueur, il n'y a pas d'idée de l'idée. Le thème de l'idée sera un thème qui deviendra transcendant et actif beaucoup plus tard. Chez Platon, on ne trouve rien de tel. On trouve une exposition de la théorie des idées, mais ça n'est pas une idée de l'idée, au sens précisément de ce qui est une idée. Je pense que l'idée est précisément en partie définissable, l'idée avec un grand I, l'idée comme ce dont il n'y a pas d'idée. C'est la butée platonicienne, ça. Et elle est extrêmement instructive. Elle ne prétend pas fournir une théorie portative de l'existence sous idée. Elle est beaucoup plus compliquée et prudente. Et finalement, Platon va se contenter d'une sorte d'apologie de l'idée, mais sans que cette apologie de l'idée soit elle-même inscrite dans la théorie de l'idée. Alors c'est peut-être le sens du texte le plus commenté et le plus central de toute la République de Platon, qui est le texte sur l'idée qui est appelée l'idée du bien. Parce qu'en vérité, l'interprétation naturelle et à mon avis fallacieuse de l'idée du bien, c'est de penser que l'idée du bien, c'est en fait l'idée de toute idée, ou, si vous voulez, l'idée suprême. Il y a eu d'ailleurs des théologies platoniciennes qui se sont précipitées sur l'idée du bien
pour en faire le Dieu des idées. Mais comme vous vous doutez, je ne suis pas en train de vous proposer la voie divine pour la reconstruction dans notre chaos contemporain de quelque chose qui ressemblerait à une idée. Cette voie existe et Platon, en un certain sens, passe tout près. C'est pourquoi il a pu y avoir des théologies platoniciennes malgré tout, et pas simplement des théologies aristotéliciennes au Moyen-Âge. Mais idée du bien, dans le passage en question de la République, c'est une traduction erronée, à vrai dire. Parce que l'idée du bien, si on regarde exactement, ne figure pas dans le texte. Elle est suggérée contextuellement et la traduction fige la chose dans la figure de l'idée du bien. En réalité, ce passage traite plutôt de quelque chose comme le principe idéal lui-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'idée en tant que principe idéal? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait de l'idée un principe? Ça, oui, cette question est chez Platon. Et Platon indique tout de suite la difficulté fondamentale qui est que, pour autant que quelque chose comme une idée, au sens plein du terme, existe, elle va précisément se manifester par ceci qu'il n'y en a pas d'idée, au sens minime. Autrement dit, une idée véritable est une idée qui permet des formes neuves, qui permet des orientations d'existence, qui permet des transformations du monde, mais ça n'est pas quelque chose dont on puisse produire une idée. L'idée a son champ d'exécution dans le réel du monde, mais elle n'est pas réfléchissante au sens d'être idée d'elle-même ou idée d'une idée. Et ça, c'est très important parce que si quelque chose se présente comme une idée, elle doit aussi et en même temps convenir que cette idée sera validée par ce qu'elle rend possible et non pas par ce qu'elle est. Au fond, une véritable idée se manifeste en ceci qu'il n'y en a pas d'idée, et c'est que ce n'est pas dans l'élément de l'idée que se déploie la puissance de l'idée. Ça, ce serait la déviation qu'on peut appeler dogmatique. Le dogmatisme en politique revient toujours à rabattre l'idée sur le fait qu'on a une idée de l'idée et que ce qu'il faut enseigner, c'est l'idée de l'idée. Alors que ce qu'il faut enseigner en politique n'est jamais l'idée de l'idée, mais la façon dont l'idée est créatrice de forme dans le réel. C'est ça qui doit être instruit sur l'idée. Mais malheureusement, il y a très souvent une tentative en quelque sorte abstraite qui consiste à tenter d'expliquer l'idée en faisant grouiller autour d'elle des paquets d'idées, des petites idées chargées de convaincre l'interlocuteur de la valeur de la grande idée. Et Platon a déjà vu cela et il n'a pas procédé du côté de l'idée de l'idée. Il y a d'ailleurs un passage de Platon tout à fait précis où il indique que l'idée ne peut pas tomber elle-même dans le champ qu'elle produit. Elle n'est pas un élément du champ qu'elle produit, elle est la production de ce champ lui-même. Et donc l'idée est une figure active et non pas une figure réflexive. Alors, ça va donner chez Platon une torsion concernant idée, vérité. Hein. Et je vous lis un passage tout à fait fondamental. Alors, au passage, je vous le lis naturellement dans ma traduction de la République de Platon. Hein. Un excellent livre que je vous conseille de lire. Là, vous avez la possibilité de lire réellement quelque chose comme une idée de Platon.
Alors, je lis le passage. Ce n'est qu'autant, et tous les mots sont importants, c'est vraiment le texte de Platon, là, c'est pas. Ce n'est qu'autant qu'il est en vérité que le connaissable peut être dit connu dans son être. C'est une formule. Bon. Ce n'est qu'autant qu'il est en vérité que le connaissable peut être dit connu dans son être. Mais c'est aussi à la vérité qu'il doit non seulement d'être connu dans son être, mais son être connu en un seul mot, si je puis dire, mais son être connu lui-même, soit ce qui, de son être, n'est que d'être exposé à la pensée. La vérité elle-même, cependant, n'est pas dans l'ordre de ce qui s'expose à la pensée, car elle est la relève de cet ordre, se voyant ainsi conférer une fonction hiérarchiquement supérieure selon l'antériorité comme selon la puissance. Alors là doit commencer une discussion spéculative extrêmement serrée. Ce que nous dit Platon dans cette formule, c'est que ce n'est qu'autant qu'il est en vérité que le connaissable peut être dit connu dans son être. Il faut bien noter l'agencement des termes et leur succession, si je puis dire. Ce n'est qu'autant qu'on peut le dire idéalement en vérité que le connaissable peut être dit connu dans son être. Alors dans être en vérité, on peut entendre le en, être en vérité, y compris comme une clause d'immanence. Ça n'est pas simplement être vrai, c'est être dans la vérité. Et cette différence entre être vrai et être dans la vérité est chez Platon une différence majeure, une différence essentielle que nous devons comprendre et récupérer. Alors, je la détaille. L'idée, la véritable idée ici, c'est que ce qu'on déclare connaissable ne peut être connu réellement dans son être, aussi, pas dans son phénomène, pas dans son apparence, mais connu dans son être, que pour autant qu'il est en vérité. C'est ce que nous dit Platon. Alors, ce n'est pas parce qu'il est connu dans son être qu'il y a vérité le concernant, c'est à l'inverse parce qu'il est en vérité qu'il est connu dans son être. Autrement dit, la connaissance dans son être de quoi que ce soit suppose que ce soit en vérité qu'on appréhende ce dont on parle. Et donc, il y a une prévalence de l'être en vérité sur l'être connu, et non pas une relation de conséquence. Ça n'est pas parce que la chose est connue qu'elle est en vérité, c'est parce qu'elle est en vérité qu'elle est vraiment connue, c'est-à-dire qu'elle est effectivement connue. En fait, la distinction est essentielle là. L'être en vérité, et c'est cela que va tenter de capturer l'idée, vous la voyez bien venir là lentement, c'est l'être en vérité est en position d'antériorité au regard du fait qu'on peut dire que la chose est connue. Que l'être doit être en vérité pour qu'on puisse dire que l'être de cette chose est connu dans son réel, dans son être. On peut le dire aussi, c'est à la vérité que le connaissable doit non seulement d'être connu dans son être, mais son être connu lui-même, soit ce qui, de son être, n'est que d'être exposé à la pensée. Alors, tout ça paraît très opaque, mais ne l'est pas vraiment. Il faut en réalité la comprendre à peu près comme cela. Ce qui est connaissable vient à être connu, c'est-à-dire vient à être déterminé dans son être.
Ce qui est connaissable vient à être connu, c'est-à-dire vient à être déterminant son être, donc connu dans sa disposition réelle, pour autant que cet être, qui est finalement connu, est un être en vérité. Alors résumons, si vous voulez, ces difficultés spéculatives. L'incorporation à une vérité, et l'incorporation à une vérité est productrice d'idées. Alors l'incorporation à une vérité, elle est première, elle est primordiale au regard du fait qu'on peut dire qu'une chose est connue. C'est parce qu'elle est en vérité qu'on peut dire qu'elle est connue, et non pas parce qu'on peut dire qu'elle est connue qu'on sait qu'elle est en vérité. Voilà. Alors si j'insiste sur ce point, c'est que, ordinairement, vérité désigne un résultat. Vous avez le connaître, et parce que la chose est connue, alors votre connaître est vrai. Mais là, et depuis Platon, nous sommes dans un renversement que, en un certain sens, je n'en fais pas toujours l'éloge, Heidegger a formulé dans son propre langage, qui est de dire que c'est au contraire parce que l'être connaissable s'expose en vérité qu'on peut le dire connu, et non pas on peut le dire connu, c'est-à-dire accéder enfin à sa vérité. La connaissance est à l'envers. Autrement dit, une vérité n'est pas le résultat de la connaissance. Ça, ce sera la conclusion majeure. Une vérité n'est jamais le résultat de la connaissance. C'est la connaissance qui est le résultat d'une immanence à cette vérité. Il y a donc toujours un protocole d'immanence à la vérité qui précède et commande la conclusion cognitive. Alors, dans mon interprétation à moi, qui n'est ni exactement celle de Heidegger, ni exactement celle de Platon, mais dans mon interprétation à moi, ça exige que la vérité soit un processus. Sinon, on ne comprend pas ce que voudrait dire en vérité. Pour comprendre en vérité, il faut comprendre que la vérité soit toujours un processus. Alors, si vous pensez que la vérité est toujours un processus, c'est-à-dire une construction qui se fait en situation dans un monde déterminé, et pas dans un formalisme ouvert, alors vous pouvez très bien savoir ce que veut dire en vérité. En vérité, ça veut dire que la chose est convoquée dans le processus de construction de la vérité elle-même, et qu'à ce titre, elle peut être dite réellement, en un sens quasi ontologique, en vérité. La chose est en vérité. Et le fait qu'elle soit dite connue est le résultat de cette co-appartenance à la vérité, et non pas l'inverse. Mais Platon va encore plus loin. Il va dire que dans ce cas, c'est aussi à cet être en vérité qu'il faut attribuer non pas seulement le fait d'être connu dans son être, ça oui, mais l'être connu lui-même. Qu'est-ce que c'est que l'être connu? C'est-à-dire on va retrouver l'être à la sortie du protocole de connaissance et non pas seulement à son entrée. Autrement dit, ce qui se présente comme être et ce qui se présente comme être connu sont deux catégories de l'être qui ne sont pas identiques. Au fond, c'est une erreur de dire qu'on connaît quelque chose. Il faut dire le quelque chose est connu dans son être. Et si on oublie son être, on ne sait pas ce qu'on dit quand on dit qu'on connaît quelque chose. Et c'est ce trio de connaissance, être et choses connues qui s'arrangent de façon telle qu'il y a finalement une sorte de primat du vrai sur la connaissance. Alors ça, c'est un tout petit peu mystérieux et je voudrais tenter de l'élucider brièvement.
Au fond, la thèse la plus ramenée à sa clarté maximale, c'est que le connaissable, entre nous, ça veut dire n'importe quoi. Le connaissable n'est pas déterminé autrement que comme n'importe quoi. Le connaissable advient à être connu dans son être que s'il est disposé dans la vérité. Il doit y avoir une préalable disposition dans la vérité pour qu'on puisse le connaître dans son être. Mais attention, s'il est disposé dans la vérité, alors son être lui-même est affecté par cette disposition. Donc on ne connaîtra jamais une chose si elle n'a pas été disposée dans sa vérité, étant entendu que la chose en vérité est une catégorie qui ne se recolle pas immédiatement à la chose telle qu'elle. Autrement dit, voyez-vous, le fait de s'incorporer à une procédure de vérité, ce n'est pas seulement le fait de pouvoir être connu dans son être, c'est l'avènement d'un être connu spécial, spécifique, singulier, qui, en quelque sorte, est un déplacement du connaissable au regard de lui-même. Dans le connu, le connaissable est au regard de son propre être de façon neuve. Et c'est là que va se loger l'idée. C'est cette distance entre la chose connue, la chose en vérité et la chose tout court qui va donner lieu à la possibilité de l'idée. Disons que tout ça revient à dire que ce qui est connu va construire l'être connu du connaissable, pour autant qu'il y a vérité. Et que cet être connu du connaissable procède de la vérité. Autrement dit, c'est par l'être connu du connaissable que ce connaissable peut être dit connu. Alors tout ça, c'est le lexique spéculatif. Mais ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air si on se demande ce que cherche en réalité à nous expliquer Platon. Ce qu'il cherche à nous expliquer, c'est que le connaissable, c'est-à-dire n'importe quoi, une chose quelconque, doit obligatoirement être coprésente au processus singulier d'une vérité pour qu'on puisse dire qu'on la connaît. Je redis cette phrase. Une chose quelconque, il faut qu'elle soit coprésente au processus tout à fait particulier d'une vérité pour qu'on puisse dire qu'on la connaît. Mais le processus singulier d'une vérité fait que l'être connu de la chose est lui-même constitutif de la vérité elle-même. Elle n'a pas d'autre contenu. Par conséquent, et c'est ça le plus important à retenir, on peut dire que la vérité, non seulement fait qu'on connaît le connaissable, mais qu'elle constitue également l'être connu du connaissable. Et l'être connu du connaissable, je le redis, de ce point de vue-là, n'est pas identique à la chose connue. Donc, nous prenons là un processus tout à fait particulier qu'il faut comprendre pour comprendre à la fin des fins ce qu'on entendra par idée. Parce que idée va être le nom que peut prendre l'être connu du connaissable. Mais l'être connu du connaissable, finalement, il a constitué par le fait que quelque chose s'est trouvé immergé dans un procès de vérité. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que ça prépare le fait que vérité, comme on le voit dans ce déploiement platonicien, vérité est une catégorie qui n'est en elle ni subjective ni objective. Et ça, au fond, on le sait dans une expérience immédiate. On dit la vérité. Ben, est-ce que dire la vérité, est-ce que c'est subjectif? Ben non, si c'est subjectif, ce n'est pas la vérité. Mais est-ce que c'est purement objectif? Mais non plus, parce que si c'est purement objectif,
elle n'aurait pas à être dite pour être connue. Donc le simple fait qu'il faille dire la vérité la dispose immédiatement dans le champ platonicien de la relation finalement entre vérité connaissable et être connu du connaissable. Alors, donc, je le redis, la chose est connue si elle est en vérité, mais le être en vérité n'est nullement, lui, quelque chose qui serait du côté du sujet connaissant. Il n'est pas réductible à la chose elle-même. Et au fond, en définitive, l'être connu reste en suspens entre l'objectif et le subjectif. Et ce que Platon tentait comme un tour de force, c'est de n'être ni réaliste ni idéaliste sur cette question. C'était ça son projet majeur. Et quand il va dire que finalement il y a une idée de la chose, c'est ce qu'il va tenter de dire dans un nouveau langage. Il ne voulait pas que l'être connu du connaissable soit finalement une création subjective du connaissant, hein, mais il ne voulait pas non plus que ça soit purement l'être de la chose sans transformation de sa position ou de sa présence. Il voulait que la connaissance soit simultanément une adoption et une procédure. Finalement, que la connaissance est le statut ambivalent d'une réception active de ce qui est. Voilà. Finalement, vous voyez, dans cette version des choses, il faut s'éloigner complètement de la disposition selon laquelle vous avez un sujet connaissant, un objet connu et la vérité comme résultat, qui est le schéma ordinaire, le schéma simple. Platon essaie de dire quelque chose de tout à fait autre, je le redis encore, à savoir qu'une vérité est un processus singulier qui rend possible le connaître et qui, pour ce faire, incorpore le connaissable à la possibilité d'être connu dans le processus de vérité. Et il y a toujours deux termes et non pas un seul. Et il n'y a jamais de résultat simple de cette relation des deux termes. Finalement, l'incorporation cognitive fait advenir un être connu de l'être. Un être connu de l'être, l'être de l'objet considéré, et cet être connu lui-même ne se laisse penser et interpréter qu'en immanence au processus de vérité. Et donc, l'espace général du connaître est une dialectique triple entre la chose, l'incorporation de la chose dans la possibilité d'être connue et finalement la saisie de cet être connu en immanence au processus de vérité. Alors, ça concerne ce que va dire Platon ensuite, et qui est que cet être connu est ce qui, de son être, n'est que d'être exposé à la pensée. Vous voyez, c'est donc un prélèvement sur son être, la connaissance. Ce n'est pas indépendant de son être, ni arraché à son être, ni en surplomb sur son être. La connaissance est prise dans son être, mais entend simplement que cette part de son être qui, dans le processus de vérité, est exposée à la pensée. Donc une chose connue, c'est un protocole d'exposition qui la saisit dans le processus de vérité. Finalement, connu dans son être et être connu sont articulés mais ne sont pas identiques. Et c'est la formule la plus ramassée que je produirai ici, une vérité, c'est la procédure par laquelle, d'une part, la chose advient à être connue, mais d'autre part,
n'advient à être connu que par son être connu, c'est-à-dire parce que son exposition à la pensée est dépliée ontologiquement dans l'espace de la vérité. Et ça, c'est le platonisme véritable. C'est le platonisme véritable en tant que, finalement, l'ensemble de cette procédure est désigné, en fait, par Platon sous le nom de avoir une idée de la chose. Il a mis avoir une idée de la chose parce qu'il a bien compris que dans tout cet agencement complexe entre l'exposition au connaître, la possibilité de la vérité et la réalisation de la connaissance, il a bien vu que dans toute cette exposition, finalement, le mot « idée » désigne simplement la complexité entière du processus. Et que les idées, c'est au fond un nom du protocole de connaissance lui-même. Avoir une idée, au sens de Platon, c'est tout simplement avoir cette machinerie complète disposée à propos de quelque chose. Voilà ce que signifie la fameuse idée au sens de Platon. Au fond, l'idée, c'est ce qui nomme, soutient l'être connu d'une chose quelconque, tel qu'il advient à cette chose dans l'espace d'une vérité. Et si on la comprend comme ça, l'idée, il est nécessaire de dire ceci. Au regard de la désorientation contemporaine comme vérité de notre temps, le communisme est l'unique idée politique disponible. Voilà. Alors je ferai à cet égard, et comme transition à un exposé futur, de la conclusion elle-même, qui est un champ d'application à la politique de la notion de l'idée platonicienne, je ferai un simple retour illustratif à Marx, avec cette étrangeté qui consiste à interroger Marx du point de vue de Platon. Hein. C'est pas ordinaire. Au fond, quand on lit le manifeste communiste, je rappelle que ce manifeste est appelé, du temps même de Marx, tantôt manifeste du Parti communiste et tantôt manifeste communiste, et que j'ai des raisons de préférer la deuxième désignation. Voilà. À savoir manifeste communiste. Alors, au fond, dans ce livre, qu'est-ce qui est dit du communisme en réalité? Si vous le lisez attentivement, ça prend la forme que on expose ce que doit le communiste, dans une situation déterminée, doit dire et faire en tant que communisme. C'est-à-dire, s'il y a une grève, que doit faire le communiste? Si le communiste, s'il y a des différences nationales, que doit penser le communiste? C'est l'énumération des pratiques, en réalité, mentales du communiste dans différentes situations exposées, en fin de compte, dans les lieux différenciés de la lutte des classes. Mais ce manifeste n'est pas un manifeste qui, en effet, semble prescrire des choses. Mais qu'est-ce qui fonde ces prescriptions? Et qu'est-ce qui surtout fait leur unité? L'unité des prescriptions des communistes dans les différentes circonstances auxquelles ils sont confrontés, ce à quoi ils participent, ce à quoi ils ne participent pas, etc., etc. Enfin, le dispositif de la composition militante du communiste fait tout le manifeste communiste. Par conséquent, qu'est communiste dans cette affaire? Le communiste est déterminé par un système complexe
de réaction obligatoire dans telle ou telle circonstance. Mais tout ça ne nous indique pas en quel sens ces circonstances sont cohérentes au point qu'on puisse les rassembler dans la désignation unique de leur acteur, à savoir le communiste. C'est à l'inverse, parce qu'on désigne le communiste, qu'on met ensemble ces directives militantes. Ce n'est pas la somme des directives militantes qui construit le communisme, c'est le communisme qui construit la somme des orientations militantes comme protocole d'une politique homogène. Et par conséquent, il faut bien comprendre que le communisme, dès le manifeste communiste, est une idée. C'est une idée, c'est-à-dire quelque chose qui indique la cohésion possible entre une saisie en vérité et une transformation positive. Donc l'être connu de la chose est soumis par le communisme à la puissance de l'idée qui va prescrire ce qu'à propos de ce dispositif, de cette action, de ce qui se passe, il importe absolument de faire pour en extraire une vérité communiste. Voilà. Et au fond, cette option du communisme comme idée me paraît donc non pas du tout une déviation idéaliste ou platonicienne, mais ça consiste à rendre raison, effectivement, au texte le plus originel du communisme, à savoir le manifeste de Marx, en un sens profond. En un sens profond, c'est-à-dire en un sens qui indique que finalement quelque chose de la captation du vrai est organiquement lié à la dimension militante de que fait-on dans telle ou telle circonstance. Et de ce point de vue-là, je pense non seulement qu'il n'est pas idéaliste de traiter le communisme comme une idée, mais que c'est une nécessité effective si on considère dans le détail comment se compose dans cette affaire la situation, ses particularités, l'impératif de la transformation et finalement la vérité communiste dans cette affaire. Voilà. C'est à quoi était dédié le texte que je viens de vous proposer. Alors, je peux vous indiquer ce qu'il commande pour la prochaine fois, et qui est la dernière de cette année. Il faudra faire la conclusion de toute cette année. Et je pense que nous pourrons tenter de démontrer, en nous resservant de tout ça, ce qui le rendra plus vivant encore, nous pourrons démontrer que, au regard de la désorientation contemporaine, qui est la vérité de notre temps, le communisme est l'unique idée politique disponible. Voilà ce que je compte établir. Merci à vous.